Salut tout le monde. J'ai vu récemment, il y a un jour, Brut a fait un Brut était au Congo Brazzaville. Il a eu à interviewer le président Denis Sassou Nguesso euh, dans une interview de 40 minutes. J'ai trouvé ça intéressant de regarder ensemble sur YouTube pour créer du contenu. Voilà, réagir sur l'interview, quoi. Une vidéo réaction. On regarde ensemble l'interview et puis voilà. Donc c'est bon, on peut commencer. On est à Brazzaville depuis quelques jours et justement on a fait un constat qui est un phénomène que rencontrent aussi les Congolais, c'est les coupures d'eau et d'électricité. Pourquoi l'accès à un service aussi essentiel est-il aujourd'hui si mal en point? Il n'y a pas un dirigeant au monde qui peut comme ça prendre le plaisir de priver son peuple d'eau. D'où vient le problème alors? Je continue. Est-ce que vous n'avez peur, Monsieur le Président, de ces réseaux sociaux? J'en ai pas peur. Vous êtes cité parfois dans des affaires de biens mal acquis, notamment des biens immobiliers entre autres, qui ont été saisis en France. Que pensez-vous de ces enquêtes qui sont ouvertes en France pour la lutte contre la corruption? Oh. Comment dire ça? Grosso modo, c'est la diffamation. Dans la prochaine présidentielle au Congo aura lieu en 2033. Vous aurez alors 89 ans. Est-ce que vous passerez à ce moment-là le flambeau à une nouvelle génération? Bon, mais on ne parle pas de cette question maintenant. Je n'ai même pas encore commencé de démarrer. En fait, les extraits là, non, les questions là, les gens ont été vraiment. Parce que il arrive, ce monsieur, c'est juste des extraits. Franchement, non. Ils ont posé des questions. Tu sens qu'ils n'arrivent même pas à répondre, quoi. MDR. Ah, Seigneur. Venez une autre fois. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir ici au Palais et de prendre le temps de répondre à nos questions. Alors pour cette interview, on sera à deux. Juste à ma gauche, il y a mon collègue Marco. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour monsieur. Alors on va commencer directement cette interview. Monsieur le Président, vous dirigez le Congo depuis 41 ans maintenant et vous venez d'être réélu avec plus de 94% des suffrages. Qu'est-ce qui vous motive à rester encore au pouvoir? Être toujours au service de mon peuple, c'est sûr. Et c'est l'idéal qui nous a habité depuis notre jeunesse. Quand nous militions déjà dans les lycées et collèges pour l'indépendance de notre pays, nous sommes toujours guidés par cet idéal. Monsieur le Président, vous avez été réélu cette année à 82 ans. L'âge moyen au Congo, il est de 23 ans. Comment est-ce que vous vivez ce décalage au quotidien? Bon, il y a toujours eu des jeunes, des adultes et des vieux dans toutes les sociétés. Et ce qui compte pour nous, ce sont les idées de progrès, les efforts qui sont engagés pour la libération totale de notre pays et non pas l'âge des uns des autres. On a connu, peut-être qu'on connaît encore aujourd'hui, des sociétés où on rencontre des jeunes avec des idées fascistes, archaïques, et des vieux aussi. Donc ce sont des idées, des projets qui comptent, non pas l'âge de celles et ceux qui les portent. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à rester encore connecté à cette jeunesse? Vous, personnellement, par quel pont vous faites le lien entre vous-même et cette jeunesse-là, personnellement? Bon, d'abord, c'est le contact direct. Et aussi parce que les jeunes eux-mêmes savent que à chaque instant, j'ai une pensée pour eux. Et nous avons décrété 2 années de la jeunesse ici et dans notre pays. Et au niveau de l'État, nous créons des institutions de promotion de la jeunesse pour essayer d'encourager leurs initiatives pour qu'ils se prennent en charge. Et ils s'en rendent compte, ils sentent que nous sommes en liaison avec les jeunes. Et ils le savent. Et ce contact est établi et vous pouvez le constater dans le pays, si vous y êtes. Justement, j'aimerais qu'on parle un peu de chiffres et de cette jeunesse-là. Au Congo, chez les 18-30. Attendez. Il vient de dire que voilà, il a le contact avec le peuple. Est-ce que c'est vrai? Pour moi que je suis congolaise ici. Est-ce que c'est vrai que le président essaie de mettre les jeunes toutefois dans le
dans ses plans, ses projets. Ces dernières années, je pourrais dire que oui, parce qu'il n'y a pas eu pas mal d'initiatives. Moi, je suis pas là pour le défendre, hein, ok. Je suis pas son avocat. Donc, il y a eu pas mal de, français. Il y a eu pas mal d'initiatives sur, comment on appelle, les Sungi pour la jeunesse. Comment on appelle les Sungi en français? En français, c'est quoi? Aide à la jeunesse, des formations gratuites que l'État a offertes. L'État a offert plutôt. Ah ouais, que l'État a offertes pour permettre aux jeunes de s'en sortir. Et même eu des formations. Bon, on vous forme. Après la fin de la formation, on vous donne quelque chose pour commencer un petit business. C'est vrai que l'argent qu'on vous donne, c'est vraiment rien du tout. C'est pas l'argent que vous pouvez faire quelque chose de grandiose avec. Genre, à part 50 000, 25 000, ou je sais pas. Avec ces 25 000, par exemple, vous pouvez faire vous pouvez créer quelle entreprise qui devient grandiose. Sinon que des petits business. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Voilà, donc, sur ce point-là, ces dernières années, personnellement, c'est ce que j'ai vu. Après, c'est pas fameux non plus, c'est à Brazzaville que j'ai vu ça. Est-ce que dans d'autres villes du Congo, c'était la même chose? Parce que le Congo, c'est pas que Brazzaville. Donc, voilà. On repart encore un tout petit peu. Voilà. Pour qu'ils se prennent en charge et ils s'en rendent compte. Ils sentent que nous sommes en liaison avec les jeunes. Et ils le savent. Et ce contact est établi et vous pouvez le constater dans le pays que si vous y êtes. Justement, j'aimerais qu'on parle un peu de chiffres et de cette jeunesse-là. Au Congo, chez les 18-35 ans, le chômage dépasse les 40%. Comprenez-vous qu'un jeune Congolais puisse se dire ou puisse penser qu'il y a eu un échec, en tout cas au niveau de votre politique dans l'emploi des jeunes? Ils peuvent le penser à tort. Et passer à un pays comme le nôtre, et les générations de politiques avant nous l'ont pris à l'indépendance. Ils n'avaient même pas 1 kilomètre de route bitumée en dehors de quelques ruelles bitumées dans les cités dites européennes de Brazzaville, de Pointe-Noire ou de Dolisie. Pas un seul kilomètre de route bitumée. Il y avait à peine une demi-douzaine de lycées et collèges dans le pays, pas d'université bien sûr. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de lycées et collèges dans le pays. Les jeunes réalisent quand même et que les générations d'aujourd'hui sont en train de travailler pour préparer les conditions de la prise de relais. Peut-être que l'éducation n'est pas synonyme d'emploi. Vous diriez quoi à un jeune Congolais qui serait en face de vous aujourd'hui et qui vous demanderait ce que vous faites dans votre politique interne pour l'emploi des jeunes? Vous lui répondriez quoi concrètement? Oui, non, ils auraient raison parce que nous n'avons pas encore réussi le plein emploi dans notre pays. Et nous n'avons pas encore totalement réussi l'adéquation entre l'éducation et l'emploi. Et pourtant, ils savent que nous nous efforçons de faire en sorte que la formation à l'école ne soit pas seulement une formation théorique, mais qu'elle soit aussi technique. Et nous nous employons à faire en sorte que les institutions au niveau de l'État soient créées pour impulser et garantir la possibilité pour les jeunes de se prendre en charge, de créer des emplois. Je pense en cela au FIGA, un fonds que nous avons mis en place pour impulser, donner de la garantie aux jeunes qui veulent entreprendre. À ce jour, il y a plusieurs milliers. Alors, si vient de dire, mon papa m'avait dit ça récemment, que voilà, il donne des immenses opportunités aux jeunes de créer des emplois. Il faut avoir un bon projet, tout ça. Mais la vraie question qu'on a posée, si on lui a posé, c'est que pensez-vous du taux de chômage et comment? Bah, il a été honnête, il a dit, bon, on n'a pas encore trouvé réussi à résoudre ce point-là, du fait que le taux de chômage soit élevé et qu'il n'y ait pas assez de possibilités d'emploi. Mais ce qu'on essaie de faire, en gros, il dit, ce qu'on essaie de faire, c'est de former les jeunes
afin qu'ils soient aptes de pouvoir créer de l'emploi. En gros, c'est ça. Donc, ça rejoint son discours de la fonction publique n'a plus de place, tout ça là, qu'il avait dit récemment là. Ça rejoint son discours là. En gros, il veut que, voilà, on devienne des entrepreneurs, pas tous, mais que on devienne, en gros, des entrepreneurs. Après, en gros, je sais pas si j'ai bien compris. Il veut que nous tous on devienne les entrepreneurs en fait. Parce que pour réduire le taux de chômage, il ne faut pas que, comment dirais-je, former pour les jeunes à créer des entreprises. L'État aussi peut améliorer ces conditions existantes déjà, entrepreneuriales existantes, tu vois. L'État peut améliorer ça et engager des jeunes pour réduire le taux de chômage et aussi former quelque parce que si tout le monde devient entrepreneur, si ce sera pas possible. Donc l'État doit penser à faire à améliorer les conditions d'employabilité, je sais pas moi, des fonctions publiques et tout, améliorer ces conditions-là pour engager le relais. Comme il a parlé de relais, les jeunes peuvent penser à tort que le pays va mal, que ils passent à côté de beaucoup de trucs, alors que moi je m'embrouille aussi dans mes propos. Les jeunes peuvent foncer à tort parce que le Congo, c'est même pas à peine 60 ans, je pense, ou 59 ans, je sais plus, 60 ans qu'il est indépendant. Il a eu son indépendance. Donc il n'y avait même pas de route bulchinée, comme il a dit. Il n'y avait même pas de route pour au Congo. Mais aujourd'hui, il y a des routes. Ça veut dire qu'il y a eu un certain développement. Il n'y avait même pas des avenues, de trucs comme ça, quelque chose du genre comme. Mais aujourd'hui, il y en a. Ça veut dire qu'il y a eu une certaine évolution. Ça ne fait que 60, je sais pas moi combien de ans que le Congo est indépendant depuis la colonisation. Donc, sur ce point-là, il peut avoir raison. Bien il a même raison, je pense qu'il a raison. Mais cela ne justifie pas que le Congo soit en retard. C'est vrai que voilà, et l'indépendance est récente, mais ça ne justifie pas que le taux d'employabilité, ça ne justifie pas que le fait qu'on se sente en retard, parce que 60 ans c'est énorme pour pouvoir développer. Être capable de développer un pays de 342 000 km². Après, je ne suis pas. Après, j'ai pas la chance infuse, donc je peux me perdre dans mes idées. Voilà, et continue. Les jeunes que nous avons engagés dans cette voie. Et la diversification de l'économie aussi. La mécanisation de l'agriculture, il y a un grand mouvement de développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. Je sais pas. Mais non, il est l'agriculture, hein. Ouais. Tous les discours, c'est toujours l'agriculture. L'agriculture. Mais l'agriculture en question, il fait pas ça que il est devenu, je sais pas moi, il est multimilliardaire, peut-être il est milliardaire. Mais avec l'agriculture. Il est milliardaire avec l'agriculture. Sauf que même dans ce côté-là, dans le développement de l'agriculture, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? La main-d'œuvre, elle est là, il y a de la jeunesse. Comme elle a dit, l'âge moyen, c'est 23 ans. La main-d'œuvre est là. Mais donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les Congolais ne veulent pas travailler de l'agriculture. Ou c'est comment? MDR. Et puis, ce qui m'étonne, ce qui me fait rire, c'est que la réaction du chroniqueur, du journaliste, qui, en fait, il a un sourire un peu mesquin là, genre, il sourit. Vraiment, ce monsieur-là. Non, son sourire est vicieux, genre. Non, il faut regarder seulement son sourire, il est vicieux. Et toutes Attends, ces initiatives sont prises dans l'intérêt de l'agriculture. Il y a un grand mouvement il a un de sourire développement de vicieux. l'agriculture et de l'agro-industrie. Et toutes ces initiatives sont prises dans l'intérêt de la jeunesse pour que
l'éducation ne soit pas seulement le fait de savoir lire et écrire et puis d'aller au chômage. Est-ce que, Monsieur le Président, c'est la première fois que vous accordez une interview en médias en ligne, regardée par des jeunes. Est-ce que vous-même, vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sur Facebook, TikTok, Instagram, par exemple? Bon, pas si accroché que ça, mais j'encourage les jeunes à rester liés à ces instruments qui leur permettent de communiquer, n'est-ce pas? Et j'encourage cela. Encore que je n'encourage pas l'usage qui en est fait par quelques-uns qui se manifestent dans le système, dans l'anonymat, font la diffamation, du dénigrement. Sinon, pour la communication, j'encourage plutôt les jeunes. Est-ce que ça vous arrive, je vais pousser un peu plus la question, est-ce que ça vous arrive vous-même d'utiliser ces plateformes-là, personnellement? Mais bien sûr, il vient Pas souvent, pas souvent, de temps en temps. Bon, mais j'ai des collaborateurs aussi qui m'aident. Ouais. À le faire, non? Et ma prochaine question, elle reste dans cette dynamique-là. J'allais vous demander ce que vous pensez justement de ces réseaux sociaux comme outil de démocratie aujourd'hui en 2026. On a vu récemment le Gabon ou la Guinée suspendre les réseaux sociaux pour une durée plus ou moins longue. Quel regard portez-vous sur ce genre de décision? Non, il ne m'appartient pas de porter des jugements sur des décisions que d'autres dirigeants prennent dans leur pays à la lumière des analyses qu'ils font de la réalité de ces pays-là. En ce qui concerne le Congo, comme vous le constatez, nous ne procédons pas ainsi. Et vous pensez quoi de l'utilisation des réseaux sociaux comme outil justement de démocratie? Oui, bien sûr qu'il faut encourager cet outil de démocratie. La preuve, je suis en train de discuter avec vous. Et c'est donc une façon de l'encourager, de reconnaître son utilité sociale. Et dans le cadre de l'éducation, c'est la jeunesse. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'usage qui en est fait de façon, à mon avis, attentatoire aux libertés. Parce qu'il faut lier les deux. Et lier la démocratie et la liberté. Et ne pas donner à d'autres soin de toucher aux libertés des autres, surtout dans l'anonymat. Cela se fait aussi, oui, dans l'anonymat. Et est-ce que vous en avez peur, Monsieur le Président, de ces réseaux sociaux? Justement, est-ce que vous en avez peur aujourd'hui? Peur, non. Au contraire, je vous dis que j'encourage, j'en ai pas peur. Si c'est pour le débat démocratique, il est permis et qu'il se déroule sainement. Qu'il y ait un débat, une question est posée, et il y a des prises de position diverses. Mais à visage découvert, je ne tolère pas qu'il y ait la lâcheté dans l'anonymat et la diffamation. À ce moment-là, il faut qu'il y ait des instruments de justice. Ouais, les gens là qui viennent sur les réseaux sociaux, ils cachent leur visage, ils commencent à critiquer, commencent à critiquer le gouvernement congolais, commencent à critiquer le président. Voilà, c'est ça. Il faut venir à visage découvert. C'est ce qu'ils disent là. Venez à visage découvert, il va rien vous faire, MDR. Il va absolument rien vous faire si vous venez à visage découvert. C'est ce qu'il vient de dire en fait. Il encourage la démocratie, voilà. Mais attention, il faut toujours faire attention. Venez à visage découvert. Ne venez pas cagouler, ne venez pas cacher vous cachez le visage. Non, venez à visage découvert. Comme ça, on va vous voir. Parce que c'est... En gros, il dit ça. Venez à visage découvert. Ne venez pas cagouler, ne venez pas propager, je sais pas moi, critiquer le gouvernement, propager, je sais pas moi, peut-être des mensonges ou pas. Parler en son nom, au nom de l'État congolais, cagouler. Venez à visage découvert, c'est la démocratie, la liberté. Voilà. MDR. Pour créer les équilibres. Il y a un sujet, Monsieur le Président, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, c'est l'opération que vous avez lancée fin septembre 2025 de répression contre les gangs, ces fameux Kuluna ou bébés noirs. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie sur ce sujet en particulier? Bon, d'abord, il faut, pour la démocratie, permettre que les populations vivent en paix, non? Sinon, il n'y a pas de démocratie. Et s'il y a des groupes terroristes, des bandes armées, et qui empêchent même les populations de mettre le nez dehors, qui étouffent la vie. Je pense que la liberté, la démocratie, là, n'existe plus. Et il n'était pas possible de laisser
notre peuple exposé aux bandes de bandits armés qui empêchaient les populations même d'aller au marché ou de vendre la nuit devant l'État dans la rue. Cela devenait impossible. La vie elle-même, la liberté et la démocratie étaient étouffées. Je pense que vous êtes à Brazzaville et vous pouvez circuler la nuit. Nous discutons là, nous sommes à Brazzaville. Circuler donc la nuit, vous interrogez les populations. Ils vont vous dire que l'opération d'éradication du grand banditisme dans la ville était salutaire et qu'ils ont retrouvé la liberté et l'envie de vivre en paix. Imaginez le spectacle qui se produit à Haïti. Je prends cet exemple. Il y en a plus d'autres. Nous n'aurons jamais pu permettre que notre pays devienne esclave. L'opération va continuer jusqu'à quand? Alors, sur ce point-là, moi j'en ai fait une vidéo. L'opération anti-Kuluna de la DGSP. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Pas pour dire que c'était une mauvaise chose de traquer les bandits, mais pour dénoncer le fait que durant cette opération, les innocents se retrouvaient victimes également. L'initiative n'est pas mauvaise du tout. De base, l'initiative n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est de confondre tout le monde. Voilà, sur base juste du physique. Par exemple, un truc comme les cheveux. Tu portes tes cheveux et puis on vient on te confond. Donc, le cheveu est synonyme était devenu. Aujourd'hui, maintenant, ça a dosé. C'est plus comme avant, même qu'ils ne vérifient plus les cheveux. Mais quand l'opération vraiment avait commencé au début, c'était tu portes les cheveux, tout le monde s'est rasé la tête. Tu portes les cheveux, même un garçon, je parle pour les hommes, tu portes des cheveux même de 5 cm et on doit te l'enlever. Tu dois te raser la tête. Sinon, on risque de te confondre avec un Kuluna. Après, moi j'en ai fait une vidéo justement pour dénoncer le fait que les innocents sont aussi victimes et le fait que certaines personnes, la DGSP, donc abattait ces personnes-là dans les rues. Abattait certaines personnes dans les rues, casser des maisons. Moi je trouvais ça un peu, je trouve ça abusé. Je trouve pas ça, mais je trouve ça abusé. Moi je suis pour moi. Je trouve ça abusé de abattre comme ça les gens dans la rue et aussi casser les maisons des parents de ces gens-là. Voilà. On les prive de beaucoup de choses. Non, si vous ne faites pas sortir votre enfant. Parfois, l'enfant a déjà fui. Hein. Eux-mêmes, ils ne savent pas, les parents. Mais ils vont venir casser la maison. Je trouve ça abusé. Et je trouve pas ça digne d'une opération qui veut justement la paix et la sécurité. Parce que la paix ne fait pas, pour moi personnellement, la paix est censée ne pas inquiéter les gens. Mais avec les débuts de la DGSP, là, c'était vraiment inquiétant parce que si tu as le malheur d'avoir un visage qui ne correspond pas à la norme de la société, eh bien, on te qualifie de Kuluna. Du coup, on te ramène, je sais où, pour te tuer, te mettre en prison, je sais pas. Voilà, j'en avais fait une vidéo sur la chaîne, elle est disponible sur la chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. On continue. Continue pas de façon permanente, puisque le peuple vit en paix. Et si les bandits se manifestent quelque part, Bon. Est-ce que actuellement on vit en paix? Est-ce qu'il n'y a plus de Kuluna, il n'y a plus de banditisme? Alors, je dirais que non. Pas du tout. Mais pas du tout. Il y a toujours le banditisme. Les Kuluna sont toujours là. Les Kuluna sont têtus comme la pierre. Parfois, vraiment, on se dit, voilà, DGSP avait raison de les tuer, genre. Mais, parce qu'ils sont têtus. Quand la DGSP, ils sont s'est calmé un peu là. Ils ont repris leur système. Les vidéos ils sont venus braquer chez moi une boutique
de Westaf comme ça là. Les coulées sont têtues malgré la DGC. Parce que la DGC avait un peu dosé avec les trucs. Ils sont têtus. En vrai, pendant ces opérations-là, ils vont faire semblant d'être des bonnes personnes, de vouloir, je sais pas moi, quelque chose, de changer. Mais une fois qu'ils dosent un peu, que l'opération est encore finie, puisque le président vient de dire que l'opération va pas finir jusqu'à ce qu'il y aura vraiment la paix. Genre, le calme tout entier dans le pays. Ouais. Mais, question Koulouna, il y a toujours des Koulouna, il y a toujours des voleurs. Moi, j'étais étonnée. Il n'y a même pas une semaine ou deux. On nous a volé les chaises. On a laissé dehors. Moi, je me dis, ah, les humains, avec tout ce que la DGC a eu à faire, vous venez encore voler les gens ici, là, vraiment. Donc, les gens sont têtus comme la pierre. Je pense pas que... Après, c'est une bonne initiative, mais je ne pense pas que ça peut faire disparaître complètement ces gens-là. Parce que c'est compliqué. Donc, du coup, est-ce que la DGC va continuer ou pas? Comme il a dit, il vient de le dire, ben, il va continuer. Jusqu'à ce que, vraiment, qu'il y ait plus aucune trace de ces gens-là, au moins. Le taux de criminalité, le banditisme diminue. Je pense qu'avec la DGC, ça a quand même diminué. Voilà, c'est ça. Il est normal qu'il les rencontre la force publique. Mais ce n'est pas une opération 24 heures sur 24, des gens en armes en train de... Vous êtes à Brazzaville, vous ne sentez pas cette atmosphère-là. S'ils pouvaient, par extraordinaire, se manifester et pour faire de mal aux populations, empêcher les populations de vivre en paix, il est normal qu'ils rencontrent les forces de l'ordre. C'est normal. Par contre, j'ai sommeil. Je m'arrête à 20 et puis les 20 autres parties là, je fais ça après. J'ai dit, je suis sommeil. J'ai vraiment sommeil. Peut-être. Vous l'avez dit, hein, on est à Brazzaville depuis quelques jours et justement on a fait un constat qui est un phénomène. Ma question préférée. Hé, maman. La question qui fâche. J'ai vu l'extrait sur TikTok. C'est pourquoi j'ai dit non, je dois commenter ça. Parce que l'extrait là, l'extrait sur TikTok, de toute façon, il a répondu à la question. Je sais pas si c'était vraiment sa réponse. On rencontre aussi les Congolais, c'est les coupures d'eau et d'électricité. Pourquoi l'accès à un service aussi essentiel est-il aujourd'hui si mal en point? Vous savez, l'eau, l'électricité, commençons par l'eau, c'est la vie. Et il n'y a pas un dirigeant au monde qui peut, comme ça, prendre le plaisir de priver son peuple d'eau. L'eau, c'est la vie. C'était Lénine qui avait déclaré que la révolution d'octobre, c'était le pouvoir des soviets plus l'électricité. C'est pour dire qu'il n'est pas possible qu'un dirigeant ne pense pas à l'électricité pour les populations et pour l'économie. D'où vient le problème alors? Je continue. Oui. Alors, l'eau. En dehors des grandes villes de Brazzaville, de Pointe-Noire, où nous avons fait des travaux importants d'adduction d'eau, même si cela n'est pas suffisant, et où nous avons un programme ambitieux d'augmentation des capacités de production d'eau potable à travers le projet que nous avons avec l'Italie, le plan Mattei. Nous avons un grand projet à Brazzaville, à Pointe-Noire. Mais en attendant cela, nous sommes en train de réaliser 10 forages autour de Brazzaville, 5 forages autour de Pointe-Noire. Mais en attendant, le grand programme que nous sommes en train d'élaborer en liaison avec l'Italie. Mais en même temps, pour l'eau toujours, nous avons, il y a quelques années, lancé le moteur de l'eau potable pour tous. C'est en dehors des grandes villes, dans l'arrière-pays, dans les villages. Nous avons projeté de réaliser 4800 et quelques forages dans les villages, avec un système de pompe d'énergie solaire pour donner l'eau au village.
sur les 4800, nous avons réalisé 2800 forages. De ces 2800 forages qui donnaient de l'eau aux populations, il n'en reste peut-être que 300. Les autres ont été vandalisés par les mêmes genres de personnages dont nous parlions dans les villes. Les Koulouna. Les Koulouna ou leurs semblables. Et ils ont vandalisé. Le problème du Congo, c'est le Congolais. 2500 forages comme ça dans le pays. Et nous devons recommencer. Donc l'idée de donner l'eau aux populations des villes comme les campagnes est toujours au programme du gouvernement. Et nous allons nous y atteler, même si dans les villes, les réseaux sont anciens. Il faut renouveler les réseaux et cela coûte très cher. Mais c'est le programme du gouvernement. L'électricité, parce qu'il faut que vous, qui êtes jeunes aussi, vous compreniez que lorsque nous avons accédé à l'indépendance, ici au Congo, tout le Congo n'avait que 18 mégawatts, 18, 15 fournis par le barrage du Dieu pour Brazzaville, quelques centrales thermiques, une à Brazzaville, une à Pointe-Noire, une à Dolisie pour donner l'électricité à la colonie blanche. Hein. Là où nous sommes, dans ce quartier, les Noirs ne vivaient pas ici. Il y a une espèce d'apartheid comme ça. Ce n'était pas le quartier pour les Noirs, et l'électricité c'était pour ces quartiers-ci, 18 mégawatts à l'indépendance. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que depuis, comme je le disais pour l'enseignement, nous avons fourni 800 mégawatts, et nous continuons de travailler pour en produire plus. Il y a des coupures et aujourd'hui ici, c'est vrai, c'est aussi parce que les réseaux sont vieux qu'il faut renouveler, mais plus important, parce que la grande ligne de transport d'électricité de la centrale à gaz à Pointe-Noire, qui fournit le plus gros électricité, accuse de grandes faiblesses. Les travaux sont en cours pour renouveler les transports très haute tension d'électricité de Pointe-Noire à Brazzaville. Mais nous avons 800 mégawatts. Justement, en termes de travaux, sans vous couper, Monsieur le Président, quelles sont les mesures concrètes dans les 12 prochains mois que les Congolais pourront attendre concrètement sur ces questions-là? Merci. Je pense qu'on aura terminé avec la construction de la nouvelle ligne très haute tension de Pointe-Noire à Brazzaville pour permettre la fluidité de ces circuits. Et aussi, on aura réalisé la réparation de quelques transformateurs et autres lignes du réseau de distribution dans la ville. Mais il y a la disponibilité de l'électricité et la volonté d'augmenter ses capacités pour aller peut-être à 1 giga et au-delà. Il y a une chose qui est essentielle, Monsieur le Président, pour l'économie congolaise et pour la vie des Congolais, c'est le pétrole. Est-ce qu'il a bien répondu à la question qui vient de passer? On lui pose la question, comment on peut justifier le fait qu'ils sont en Brazzaville? Ouais, vous t'as dit qu'ils sont en Brazzaville depuis qu'ils sont là avec des coupures d'électricité. Donc il dit que non, les transferts. Voilà, problème de transfert. Moi je pense qu'il a pas soulevé le vrai problème. Pourquoi les transferts s'abîment tout le temps? Pourquoi ils mettent pas leur fonds d'investissement pour acheter des trucs de qualité qui perdurent? Je sais pas moi. Je sais pas comment ça se passe en électricité. En tout cas, les transferts, il faut acheter des bons transferts aussi. Les gens, quand on vous donne l'argent, l'État vous donne l'argent là. Achetez des trucs de qualité. Donc il dit que non. À cause des transferts, encore quoi? Le Congo n'arrive pas à stabiliser. En fait, il n'a même pas répondu à la question pourquoi il y a des coupures d'électricité. Il a plutôt donné le fait que voilà, ils sont en plein projet. Ou bien j'ai mal suivi. Genre, ils sont en plein projet, ils ont beaucoup de projets sur Pointe-Noire, projet d'aménagement de quoi? D'un barrage, un projet avec l'Italie. Le projet avec l'Italie, il a dit que c'était pour l'électricité. Ouais. Et pour le barrage d'eau, là, les barrages d'eau qu'ils ont construits dans plusieurs pays. Et plusieurs villes, plutôt les sous-villes, là. Les sous-villes, les villages, là. Ils ont construit beaucoup de forages.
Mais seulement, ce sont les Congolais qui allaient voler les trucs de fourrage, je sais pas moi. Ou encore de trucs... Mais j'ai mal suivi comment. Donc les Congolais qui viennent voler encore des trucs. Sur les trucs de forage et peut. Mais cela ne. Moi je pense que ouais. Sur la question, il a pas mal répondu. Il a répondu comme un stratégie. Le stratégie qu'il est en fait. Comme une stratégie qu'il est. Mais il n'a pas soulevé la vraie réponse à la question pourquoi il y a des coupures d'électricité. Mais il veut justement montrer que même s'il y a des coupures d'électricité, on fait de notre mieux pour pouvoir arranger ça. On a plein de projets. Moi, je me dis, il suffit pas que d'avoir des projets. Il faut penser à les réaliser, ces projets-là, surtout qu'on on est président. Du coup, sur cette question, il a été plutôt stratégique parce qu'il n'a pas voulu aller dans le pourquoi, mais dans comment on peut arranger. Voilà. On continue, je vais poser quelques questions. On estime que c'est 50% environ du PIB selon la Banque mondiale. Total Énergie a annoncé le 13 avril dernier la découverte sur le champ de Meaux au large du Pointe-Noire. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais me suis arrêtée à 21 minutes 10. Après, demain, je vais continuer l'interview parce que là, j'ai sommeil, je dois dormir. Demain, j'y cours. Je vais à l'école et tout. Je dois dormir. Donc, en gros, l'interview est très intéressante. Je trouve qu'il se défend pas mal. Il se défend pas mal, en tout cas. Même si il raconte... je veux pas dire des mots qui vont faire ça. Parce que moi, j'ai pas caché mon visage. Mon visage est complètement ouvert. J'ai un visage découvert. Donc, je vais pas me permettre de donner une critique frontale sur ce sujet. Mais bon, je peux dire qu'il se défend pas mal sur la question sur l'électricité. Il a été stratégique sans répondre à la vraie question, le soulevant le vrai problème de la question. Il a plutôt dit, bon, on a des projets, voilà, on a des projets avec l'Italie, non, non, non. En plus, il a même pas dit, on l'a demandé jusqu'en 2033, tu vas faire le truc, je sais pas moi. Il va finir son mandat en 2033. Mais non, en 2033 là, est-ce que tu penses que voilà, ces projets vont se réaliser? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça va se réaliser avant 2033 ou 2030? Est-ce que... Oh, la vraie question. Mais je pense qu'il n'a pas été capable. Bon, pas été capable, non. Il n'a pas répondu à la question. Il était stratégique. En fait, il s'est senti embarrassé. Même à un moment, il a dit, attention, j'ai pas fini. Puisque le journaliste a voulu lui couper la parole. Il a dit, non, attention, j'ai pas fini. Tu as posé une bonne question. Donc, je dois te répondre. Mais seulement, il n'a pas répondu à pourquoi il y a des coupures d'électricité. Il a répondu à comment on devient... Voilà. Et mon cerveau. Il a répondu plutôt à comment on peut arranger cela. Au lieu du pourquoi. Il faut d'abord trouver pourquoi et puis le comment, non. Lui, il a directement commencé par le pourquoi. Non. Voilà. Il a directement commencé par le pourquoi. Donc, pour dire que dans l'ensemble de toutes les parties que je viens de voir, les journalistes, je remarque que les journalistes sont directs et ils bassinent pas. Voilà, ils sont directs. Alors que au restaurant, les gens sont moins directs que ça. Au restaurant, j'ai dit ça. Là, le sommeil me fait délirer. J'ai trouvé que dans l'interview, les journalistes sont très directs. Voilà. Ces journalistes de bout sont directs. Voilà. Ils pratiquent même ce que le président a encouragé. Il vient d'encourager la démocratie à visage découvert. Voilà, je pense que j'en arrête là.
Je me suis embrouillée dans mes propos, mais pas grave. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je pense que je ferai la suite de cette interview. Je pense aussi que je dois parler des points de cette interview dans une vidéo à part entière sans commentaire. Moi, je dois relever les points qu'il a relevés dans la vidéo. Et j'avais un livre pendant la période des élections récentes, là, de avril, je sais pas, mars. J'avais reçu un livre du président. Vous avez partagé le livre. On va pas partager. Moi, j'ai pris chez lui les 242 raisons de soutenir le Congo. J'ai cherché le livre en fait. Dans ce livre-là, il donnait 242 raisons pour le revoter encore parce qu'il était président. On devait donc il était aussi candidat. Président sortant et candidat. Donc, il a 242 raisons pour lesquelles on devait le voter. Et je pourrais aussi, c'est intéressant de faire une vidéo sur ce sujet, les 242 raisons que le président allait donner pendant la période électorale. Voilà. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Soit sur la suite, soit sur un sujet qui va dans le même sens. Bye bye. Prenez soin de vous. Bye bye, Nénéon.